connaissez ce son. Ce n'est pas le tonnerre, ce n'est pas une fusée, c'est un GE90. 115 000 livres de poussée par moteur. Voici le Boeing 777, le jumeau qui a traversé les océans quand tout le monde disait qu'il en fallait 4. Il a détrôné une reine, transporté plus d'1 milliard de passagers et fixé la norme en matière de sécurité alors que son propre successeur attend encore en coulisses. Comment 2 moteurs ont-ils conquis le long courrier et changé l'aviation à jamais ? Retour dans les années 80. L'aviation long courrier était tout autre. 3 moteurs dominaient le ciel. Le McDonnell Douglas DC-10, le Lockheed L-1011 TriStar. Ces triréacteurs régnaient sur les routes intercontinentales, pas parce qu'ils étaient élégants ou économes, mais parce que les régulateurs ne faisaient pas confiance aux bimoteurs. La logique était simple. Si tu perds un moteur au-dessus du Pacifique, il t'en reste 2. La redondance signifiait sécurité. Et la sécurité exigeait au minimum 3 moteurs. Boeing avait son jumbo, le 747. 4 moteurs, une capacité inégalée, la reine des cieux. Mais il était trop grand et trop cher pour la plupart des routes dans un monde encore en développement. Il y avait aussi le 767, 2 moteurs, efficaces, mais trop petits pour les marchés densément peuplés et les grandes liaisons long courrier. Les compagnies étaient coincées entre les deux. Elles avaient besoin de quelque chose pouvant transporter 300 à 400 passagers à travers les océans sans brûler autant que le 747. Un avion boucle d'or, ni trop grand, ni trop petit, juste ce qu'il faut. Mais voilà le hic. Les régulateurs de l'aviation, y compris la FAA, avaient une règle, ETOPS, Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards. Elle dictait jusqu'où un bimoteur pouvait voler sans être à proximité d'un aéroport. Au début, c'était à seulement 60 minutes, donc les bimoteurs ne pouvaient pas s'éloigner plus de 60 minutes sans possibilité de détour. Interdit de traversée océanique véritable. Puis le 767 de Boeing s'est imposé. La fiabilité a augmenté. Le taux de panne moteur a baissé. À la fin des années 80, l'ETOPS est passé à 120 minutes, puis à 180 minutes. Du coup, les bimoteurs pouvaient traverser l'Atlantique. L'industrie changeait, et Boeing a vu la porte s'ouvrir. Ce n'était pas juste construire un nouvel avion, c'était changer la façon dont le monde se connectait. Octobre 1989. United Airlines arrive dans les bureaux de Boeing avec un problème. Nous avons besoin d'un avion capable de transporter 300 à 400 passagers à travers le Pacifique. Il doit être plus efficace que le 747, plus performant que le 767. Et il doit être prêt pour le milieu des années 90. La réponse de Boeing ? On le conçoit avec vous. C'était révolutionnaire. Les compagnies aériennes disaient toujours aux fabricants ce qu'elles voulaient. Mais Boeing a renversé la donne. 8 compagnies, United, All Nippon Airways, British Airways, Japan Airlines, Qantas, Cathay Pacific, American Airlines et Delta, ont été invités dès le premier jour à participer à la conception, formant ce que Boeing appelait le groupe Working Together. Vous voulez des allées plus larges ? Parlons dimension du fuselage. Vous vous inquiétez du temps de turnaround ? Optimisons l'emplacement des portes cargo. Vous redoutez le coût de la formation des équipages ? Faisons un cockpit proche de celui des 757 et 767. Chaque décision était collaborative, chaque détail débattu. Boeing ne fabriquait pas un avion en espérant que les compagnies l'achèteraient. C'étaient les compagnies qui construisaient leur avion parfait avec les ingénieurs de Boeing. Le programme débuta sous le nom de 767X, un 767 allongé et à long rayon d'action. Mais plus Boeing et les compagnies discutaient, plus c'était clair. Un 767 allongé ne suffirait pas. Il fallait un avion totalement nouveau. Alors Boeing a mis le paquet. Une feuille blanche, un fuselage plus large, des systèmes plus modernes. Un bimoteur conçu spécialement pour remplacer les triréacteurs et peut-être même le 747. Puis vint la percée technique. Le 777 de Boeing est devenu le premier avion commercial conçu à 100% en numérique grâce aux images 3D générées par le logiciel CATIA. Pas de maquette physique, pas de modèle en argile. Tout s'est fait dans le virtuel. Pourquoi c'est important ? Parce que Boeing pouvait tester chaque pièce en virtuel. Conduite hydraulique, câblage, support moteur. Si 2 pièces étaient en conflit dans l'ordinateur, il pouvait le détecter avant la fabrication.
Le 777 allait être l'avion le plus précisément conçu jamais construit. En octobre 1990, United Airlines passe commande pour 34 appareils, avec option pour 34 de plus, la plus grosse commande de l'histoire de Boeing à l'époque. 9 avril 1994, le premier 777 sort de l'usine Boeing à Everett. Des milliers de travailleurs, des centaines de représentants des compagnies, tous les regards braqués sur ce bimoteur blanc étincelant. Boeing misait son avenir. Le message était clair, pas besoin de 4 moteurs pour voler loin. 2 suffisent amplement. Le 777 n'était pas simplement un autre gros porteur, c'était un changement de philosophie. Boeing avait toujours été conservateur avec les systèmes de contrôle. Câbles, poulies, hydrauliques, liens mécaniques entre le pilote et les surfaces de vol, contrôle direct, analogique. Le 777 a tout changé. C'est devenu le premier avion Boeing à commande de vol électrique, fly-by-wire. Plus de câbles. Plus de liaison mécanique. Les commandes du pilote passaient par des ordinateurs qui décidaient comment bouger les surfaces de contrôle. Le fly-by-wire n'était pas une nouveauté, Airbus l'utilisait déjà. Mais pour Boeing, c'était un saut technologique. Cela voulait dire un gain de poids, une tenue de vol plus douce. L'avion pouvait optimiser son aérodynamique en temps réel. Et puis, il y avait les moteurs. Le General Electric GE90 avait été conçu spécialement pour le 777 avec une poussée initiale de 81 000 livres-force. La version GE90 115B pouvait finalement délivrer 115 300 livres de poussée par moteur. Lors des tests, il a battu un record mondial en atteignant 127 900 livres. Pour mettre ça en perspective, chaque moteur sur un 777-300ER produit plus de poussée que 3 des 4 moteurs du tout premier 747-100 réunis et son record de test dépassait la puissance totale du 747-100. Le diamètre du fan seul mesure 128 pouces, assez large pour engloutir un fuselage entier de 737. Ce n'était pas juste des moteurs, mais de véritables prouesses d'ingénierie thermodynamique. Mais la puissance ne suffit pas à faire le succès d'un avion. L'efficacité compte tout autant. Boeing a utilisé des matériaux composites dans toute la structure du 777. Des plastiques renforcés en fibre de carbone dans la queue. Des alliages aluminium-lithium léger dans le fuselage. Chaque kilo économisé signifiait plus d'autonomie ou une charge utile plus importante. Ensuite, il y avait la cabine. Le fuselage du 777 était plus large que celui du 767. Suffisamment large pour un aménagement économie à 10 sièges de front. Mais la plupart des compagnies ont opté pour du 9 de front, pour plus de confort. Des allées plus larges, des coffres à bagages plus grands. Les voyageurs d'affaires ont remarqué. Le 777 ne volait pas seulement plus loin, il volait mieux. Boeing a aussi conçu le cockpit avec la simplicité en tête. Les pilotes certifiés sur 757 ou 767 pouvaient passer au 777 facilement. Une disposition similaire, des procédures proches, la même mémoire musculaire. Pour les compagnies aériennes, c'était de l'or, de la flexibilité, de l'efficacité, des coûts moindres. Mais la plus grande innovation ne se voyait pas, elle était réglementaire. Le Boeing 777 est devenu le premier avion à obtenir une certification ETOPS 180 avant même d'entrer en service. Cela voulait dire qu'il pouvait voler sur des routes jusqu'à 180 minutes de l'aéroport le plus proche dès le départ. Pas de période d'essai, pas d'extension progressive, une portée mondiale immédiate. Les versions suivantes ont encore poussé les limites. Le 777-300ER a obtenu la certification ETOPS 330, tout comme le 777-200LR. C'est 5h30 de vol hors d'atteinte de la piste la plus proche. À partir de là, toute la planète s'est ouverte. Il n'y avait plus aucun endroit où le 777 ne pouvait pas aller. La mentalité dans l'industrie a basculé. 4 moteurs n'étaient pas plus sûrs, juste plus coûteux. Le 777 a validé un avenir où les bimoteurs domineraient le long courrier. Et Boeing l'a fait en premier. Construire l'avion, c'était une chose. Prouver qu'il pouvait survivre dans le monde réel, c'en était une autre. Le programme d'essai de Boeing était rigoureux. Les ingénieurs ont soumis la cellule à des tests de résistance qui ne se produiraient jamais en service. Ils ont plié les ailes vers le haut jusqu'à ce qu'elles fléchissent de 7,3 mètres à la pointe.
Ils ont chargé le fuselage jusqu'à ce qu'il soit prêt à se déformer. Ils ont testé les systèmes hydrauliques, électriques, les contrôles environnementaux, chaque composant poussé au-delà de ses limites opérationnelles. Pourquoi ? Parce que Boeing devait prouver que le 777 était à toute épreuve. Le premier 777 a effectué son vol inaugural le 12 juin 1994. Les pilotes ont rapporté une maniabilité presque parfaite, fluide, réactive, stable. Mais la FAA et les régulateurs internationaux ne cherchaient pas la fluidité, ils cherchaient la sécurité. Et pour un bimoteur voulant une certification ETOPS 180 immédiate, les exigences étaient plus élevées que jamais. Boeing a passé une véritable batterie de tests. Décollage moteur coupé, atterrissage sur un seul moteur, essai de suppression d'incendie, décollage refusé à poids maximal, descente d'urgence, panne système, scénario catastrophe accumulé. Le 777 a tout réussi. Puis vint le vrai test, les essais opérationnels de United Airlines. United a soumis les 777 pré-livraison aux conditions réelles d'une compagnie aérienne. Passagers réels, cargo réel, conditions météo réelles, horaires réels. Résultat, une fiabilité quasi parfaite. Des chiffres qui font sourire n'importe quel responsable opérationnel. Lorsque la FAA a validé la certification, le 777 avait prouvé qu'il était l'un des jets les plus testés de l'histoire, et son record de sécurité en témoignait. Au cours des 3 décennies suivantes, le 777 affichera l'un des plus bas taux d'accident de tous les gros porteurs. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'ingénierie. Alors qu'Airbus défendait encore à coup de marketing que 4 moteurs étaient forcément plus sûrs, leur slogan A340 disait littéralement 4 moteurs, 4 vols long courrier, Boeing avait les chiffres. Les bimoteurs étaient tout aussi sûrs et bien plus efficaces. L'ère des triréacteurs était terminée. Le 777 venait de la faire disparaître. Juin 1995. United Airlines met en service commercial le premier 777-200, de Londres Heathrow à Washington Dulles, un Boeing bimoteur traversant l'Atlantique. Le 777-200 de base était un véritable cheval de bataille. Une autonomie d'environ 5240 milles nautiques, capacité jusqu'à 440 passagers, environ 300 en config 2 ou 3 classes, suffisant pour les grandes routes transatlantiques et transpacifiques. Les compagnies aériennes ont adoré, les passagers aussi, et les commandes chez Boeing ont explosé. Mais Boeing ne s'est pas arrêté là. Les compagnies voulaient plus d'autonomie. Elles voulaient ouvrir de nouvelles liaisons sans escale, voler de la côte ouest américaine directement vers l'Asie du Sud-Est, de l'Europe vers le Pacifique Sud, directement. Voici le 777-200ER, Extended Range. Réservoir plus grand. Train d'atterrissage renforcé pour poids au décollage plus élevé. Moteur plus puissant. L'autonomie passe à 7065 milles nautiques. On pouvait désormais voler de Los Angeles à Sydney, de Los Angeles à Londres, de Paris à Tokyo. Des routes qui nécessitaient avant une escale, ou un 747, pouvaient maintenant être desservies par un bimoteur plus efficace. Le 200ER est devenu le pilier des vols long courriers pour British Airways, Cathay Pacific et All Nippon Airways. Il a ouvert de nouveaux marchés. Il a permis la croissance. Il a rendu l'aviation long courrier accessible à des compagnies qui ne pouvaient remplir un 747. Et voici l'essentiel, le 777 ne remplaçait pas seulement les triréacteurs. Il remplaçait les 747 sur des routes où la capacité ne justifiait pas un jumbo, mais où l'autonomie restait cruciale. Boeing reniait ses propres ventes de 747, mais ça lui importait peu, parce que chaque 777 vendu était plus rentable qu'un 747. Et ça freinait Airbus dans sa conquête du marché. Les clients de lancement comme United, British Airways et Cathay Pacific sont devenus des fervents défenseurs. Ils ont montré la fiabilité du 777, partagé des données de performance, prouvé aux autres compagnies que ce bimoteur pouvait faire ce que 4 moteurs faisaient avant. Les commandes ont afflué d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient. Le 777 devenait un standard mondial, et Boeing n'avait encore fait qu'effleurer le potentiel de la plateforme. L'ère des triréacteurs n'était pas seulement terminée, elle s'effondrait. L'économie était sans appel. Pourquoi voler avec 3 moteurs lorsque 2 suffisent ? Boeing avait marqué un coup. Mais le meilleur restait à venir. Le 777-200 et le 200ER ont prouvé le concept. Boeing pouvait maintenant allonger la plateforme. Le premier fut le 777-300.
Une idée simple, le rallonger. Le fuselage a été étiré de 10 mètres. La capacité a bondi à plus de 500 passagers à sa limite d'exploitation. Il a été conçu pour des routes à fort trafic mais de courte portée lorsque les compagnies veulent de la capacité sans besoin d'une portée extrême. Le 300 a cartonné sur les marchés Asie-Pacifique. Japan Airlines, All Nippon Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific, les compagnies desservant des routes régionales très denses l'ont adoré. Tokyo, Osaka, Hong Kong, Bangkok, Shanghai, Séoul. Des routes à gros volume de passagers sans avoir besoin de parcourir 7300 milles nautiques. Le 777-300 offrait aux compagnies une alternative au 747 sans les coûts d'exploitation des 4 moteurs. C'était l'avion parfait au bon moment. Mais Boeing avait encore un souci. Les ultra longs courriers, les marathons de 16 heures, nécessitaient toujours des 747 ou des Airbus A340-500. Les compagnies voulaient un bimoteur capable de voler partout, littéralement partout. La réponse de Boeing ? Le 777-200 LR. Longue portée, aussi appelé le Worldliner. Cet avion était un monstre. Portée maximale de 8555 milles nautiques. Assez pour voler de New York à Singapour, de Los Angeles à Dubaï, de Londres à Perth, sans escale. Le 777-200 LR a été l'un des premiers avions à obtenir la certification ETOPS 330. Il pouvait voler à plus de 5 heures de l'aéroport le plus proche. Autrement dit, il n'y avait aucun point sur Terre qu'il ne pouvait atteindre. Le 200 LR a prouvé quelque chose. Avec assez de carburant et des moteurs efficaces, un bimoteur pouvait durer plus longtemps et aller plus loin que n'importe quel quadrimoteur. Puis, il y a eu le 777F, le cargo. Boeing a pris la cellule du 200 LR, enlevé les fenêtres passagers, renforcé le plancher et ajouté une énorme porte de chargement, portée de 4900 milles nautiques avec pleine charge. Le 777F est devenu le cheval de bataille du fret aérien moderne. FedEx, Emirates Sky Cargo, Qatar Airways Cargo, Lufthansa Cargo, tous ont acheté des flottes. Il a remplacé les anciens cargos, et de manière plus efficace. Mais Boeing a gardé le meilleur pour la fin. Le 777-300ER, portée étendue. Ce n'était pas juste une autre variante, c'était l'évolution ultime de toute la plateforme. Fuselage rallongé du 300, capacité massive en carburant du 200 LR. Motorisé uniquement par des GE90-115B, chacun délivrant 115 000 livres de poussée. Aile à bouée filée pour une meilleure économie de carburant. Structure renforcée pour un poids au décollage plus élevé. Le 777-300ER pouvait transporter 392 passagers en configuration classique de classe. Il pouvait voler 7370 milles nautiques. C'était Dubaï-Los Angeles, Sydney-Dallas, sans escale. Et c'était rentable. Le 300ER offrait aux compagnies la capacité d'un 747 avec les coûts d'un bimoteur. C'était le jet parfait. Ni trop grand, ni trop petit. Juste ce qu'il fallait. Les compagnies ont ainsi compris quelque chose. Elles n'avaient plus besoin de jumbo. Le 777-300ER n'était pas juste une autre version. C'était le successeur du 747. S'il y a une version qui définit l'héritage du 777, c'est bien le 300ER. Les compagnies aériennes ne se sont pas contentées de l'acheter. Elles ont construit tout leur réseau long courrier autour de lui. Emirates est l'exemple parfait. La compagnie qui a transformé le 777-300ER en icône. Emirates en exploite plus de 119, plus que n'importe quelle autre compagnie au monde. Et ils volent partout, de Dubaï à New York, de Dubaï à Los Angeles, de Dubaï à Sydney, de Dubaï à Sao Paulo, 6 continents, des vols de 7 heures, des marathons de 16 heures. Le 300ER fait tout. Pourquoi ? Parce que l'économie tient la route. Mais ce n'était pas juste Emirates. Qatar Airways, Singapore Airlines, Air France, British Airways, Cathay Pacific, AENA, tous les grands transporteurs long courrier ont acheté des flottes de 300ER. L'appareil est devenu synonyme de voyage premium. Qatar Airways a lancé sa classe affaires Q-Suite sur le 777-300ER. Cathay Pacific a rénové ses cabines. Singapore Airlines l'a mis en avant sur ses routes phares. Le 777-300ER n'était pas qu'un avion. C'était la base pour que les compagnies rivalisent sur le service, le confort et l'image de marque. Et Boeing encaissait. Le 777 est devenu le programme de gros porteurs le plus rentable de Boeing. Chaque avion se vendait à prix d'or. Les revenus de maintenance sont coulés pendant des décennies. Location de moteur, pièces, formation, contrat de support, l'économie sur la durée de vie était incroyable.
Mais il y a un revers à ce succès. Chaque 777 vendu rendait le 747 moins pertinent. Les calculs internes de Boeing étaient clairs. Le 747 devenait un produit de niche. Seules quelques routes justifiaient une capacité de 500 places. La plupart des compagnies pouvaient remplir un 777-300ER plus souvent avec un meilleur taux de charge. Alors Boeing a laissé le 747 décliner doucement. La production a ralenti, les commandes se sont taries. La reine des cieux était discrètement détrônée par sa successeur bimoteur. Boeing s'est auto-cannibalisé. Mais stratégiquement, c'était le bon choix, car si ce n'était pas eux, ce serait Airbus. Le 777-300ER a atteint un à un ses jalons. Des dizaines de milliers de vols chaque semaine. Plus d'1 milliard de passagers transportés rien que sur cette variante. Le 300ER est devenu le visage de l'aviation long courrier moderne. L'avion qu'on voit sur toutes les grandes lignes internationales. L'avion que les pilotes adorent piloter. L'avion que les passagers reconnaissent instantanément. Ce n'était pas juste le best-seller de Boeing. C'était l'avion qui a bouleversé l'aviation mondiale. 30 ans, plus de 1770 avions livrés. Plus de 60 compagnies aériennes en vol avec eux. Le 777 n'est pas juste un avion, c'est une véritable infrastructure. Son autonomie est impressionnante. Vous verrez des 777 sur des marathons ultra long courriers de 16 heures de Singapour à New York. Et aussi sur des vols courts de 40 minutes entre Tokyo et Osaka. Cette polyvalence est rare. La plupart des avions sont conçus pour une seule mission, court courrier, moyen courrier ou long courrier. Le 777, lui, fait les trois sans sourciller. La fiabilité est devenue sa marque de fabrique. Pour les compagnies, c'est de l'or. Chaque retard coûte cher, chaque annulation agace les passagers. Le 777, lui, fonctionne tout simplement. Mais aucun avion n'est parfait. Il y a eu des incidents. Le taux d'accident du 777 par million de vols reste parmi les plus bas de l'histoire de l'aviation. Ce n'est pas du marketing, c'est un fait statistique. Les compagnies lui font confiance, les passagers aussi, les autorités aussi. Boeing a conçu le 777 pour une durée de vie de 30 ans. Beaucoup des premiers modèles sont maintenant retirés ou convertis. Et voici le plus intéressant, ils ne sont pas mis à la casse. Les 777 sont transformés en cargo. Même les premiers modèles 200 connaissent une seconde vie en transportant des marchandises pour FedEx et UPS. C'est la preuve que la structure de l'appareil est solide. Ces avions étaient faits pour durer. Plus de 60 pays utilisent des 777. C'est un impact culturel qui va au-delà de l'économie. Lorsque la compagnie nationale d'un pays vole avec un 777, c'est un message. Nous sommes connectés, modernes, mondiaux. Depuis 3 décennies, le 777 est la référence. Et il continue de voler fort. Boeing ne détenait pas le marché des longs courriers bimoteurs en exclusivité. Airbus était aux aguets et leur philosophie était différente. Dans les années 90, alors que Boeing misait tout sur le 777, Airbus doublait la mise avec 4 moteurs. Le lancement de l'A340 s'accompagnait d'un slogan simple, 4 moteurs, 4 longs courriers. L'argument reposait sur la perception de la sécurité. Les passagers se sentiraient plus en sécurité avec 4 moteurs. Les compagnies aériennes auraient une redondance. Les restrictions ETOPS n'auraient pas d'importance. Mais le marché, lui, se fichait de la perception. Ce qui comptait, c'était l'économie. L'A340 brûlait plus de carburant. Son entretien coûtait plus cher. Il nécessitait plus d'inverseurs de poussée, plus de pneus, plus de tout en fait. Et il n'offrait aucun avantage significatif par rapport au 777 en portée ou capacité. Les compagnies ont commencé à privilégier le 777. L'A340 a eu du mal à suivre. Au milieu des années 2000, c'était clair. Les quadrimoteurs long courrier allaient disparaître. Le 777 gagnait la partie. Airbus devait réagir. Impossible de laisser Boeing dominer le long courrier pour toujours. L'entreprise a donc développé l'A350, un gros porteur bimoteur entièrement nouveau, spécifiquement conçu pour défier le 777. Airbus a innové avec un fuselage en composite carbone, des moteurs Rolls-Royce économes en carburant, une cabine plus silencieuse, des commandes de vol électrique modernes. C'était la réponse d'Airbus au 777-300ER. Et ça a marché. Les compagnies en quête de technologie de pointe ont choisi Airbus. Celles frustrées par les retards du 777X sont passées chez Airbus. Dans les années 2010, la rivalité était nette. 777 contre A350, bimoteur contre bimoteur, Boeing contre Airbus. Mais Boeing avait un autre souci, la compétition interne.
Le 787 Dreamliner est sorti en 2011, un gros porteur plus petit, ultra efficace, destiné aux routes long courrier point à point. Il se chevauchait en capacité avec certains 777, mais offrait une technologie plus récente et une meilleure rentabilité. Les compagnies devaient choisir, acheter plus de 777 ou passer au 787. Certaines ont opté pour le 787. United, American, AENA, toutes ont constitué d'importantes flottes de 787 tout en retirant progressivement leurs anciens 777. Boeing s'auto-cannibalisait encore, mais cette fois sans le vouloir. Les retards et problèmes de production du 787 ont étiré la durée de vie du 777 bien au-delà des plans initiaux. Ce qui s'est révélé être une bénédiction. Les compagnies avaient toujours besoin d'avions de 300 à 400 sièges pour les routes très fréquentées. Et le 777-300ER remplissait parfaitement ce rôle. La dynamique du marché s'est clarifiée. Pour les très longs trajets à faible capacité, 787 ou A350. Pour les routes denses et long courriers, 777-300ER ou A350-1000. L'A350-1000 est devenu le principal rival du 777. Capacité similaire, autonomie similaire, économie comparable. Les compagnies avaient désormais un vrai choix, le best-seller éprouvé de Boeing ou la technologie plus récente d'Airbus. La cohérence de flotte est devenue un facteur important. Si vous exploitez déjà Airbus, l'A350 a du sens. Si vous êtes client Boeing, le 777 est plus facile à intégrer. Mais le paysage compétitif évoluait. Boeing ne pouvait pas se reposer éternellement sur le 777-300ER. L'avion vieillissait. L'A350 grignotait des parts de marché. Boeing devait réagir. Il fallait montrer que l'héritage du 777 était prêt à évoluer. Voici le 777X. Novembre 2013. Salon aéronautique de Dubaï. Boeing présente le programme 777X. C'était le nouveau chapitre. Le 777 réinventé pour une nouvelle génération. Plus grand, plus efficace, plus avancé. Boeing promettait des bouts d'ailes pliables, une première sur un avion commercial. Des ailes composites pour gagner du poids. D'énormes moteurs GE9X, les plus gros jamais fabriqués. Une cabine repensée avec un éclairage amélioré, des fenêtres agrandies, plus d'espace en hauteur. Deux versions. Le 777-9 jusqu'à 426 passagers en configuration 2 classes avec une autonomie de 7285 milles nautiques. Le 777-8, moins de place mais une portée plus longue à 8745 milles nautiques. Plus tard, Boeing a ajouté le 777XF, une version cargo pour remplacer le vieillissant 777F. Les premiers clients étaient prêts. Emirates, Qatar Airways, Lufthansa, Singapore Airlines, AENA, Cathay Pacific, Etihad. Tous les grands transporteurs long courrier étaient à bord. Sauf les Américains. United, American, Delta, aucun n'a commandé le 777X. Mais pourquoi ? Chevauchement des flottes. United et American misaient tout sur le 787. Delta achetait des A350. Pour eux, le 777X ne comblait aucun vide. C'était trop. Mais pour les compagnies du Moyen-Orient et d'Asie, c'était différent. Emirates avait besoin d'un successeur à l'A380. Lufthansa voulait un gros porteur haute capacité. Le 777X avait du sens stratégiquement, mais à condition d'être livré à l'heure. Ce ne fut pas le cas. Les premiers retards ont débuté en 2020. La certification repoussée. Les crashs du 737 MAX ont plombé Boeing. Sa crédibilité s'est effondrée. Les régulateurs scrutent désormais chaque nouveau programme Boeing avec beaucoup de méfiance. Le Covid-19 a stoppé l'aviation. Les compagnies ont reporté leur livraison. Le 777X a soudain ressemblé à un avion pour un marché qui n'existait plus. En 2025, le 777X n'est toujours pas en service. Les essais en vol continuent. La certification traîne. Les compagnies perdent patience. Pendant ce temps, Airbus livre des A350 par douzaines. Chaque 777X retardé, c'est une commande supplémentaire pour Airbus. Le plus grand succès de Boeing est en train de devenir son plus grand défi. Le 777X doit réussir, pas seulement commercialement, mais aussi symboliquement, car s'il échoue, Boeing risque de perdre à jamais sa suprématie sur le long courrier. Les bouts d'ailes pliables sont une prouesse d'ingénierie. En déployant totalement, l'envergure atteint 235 pieds, trop large pour la plupart des portes d'aéroports. Les bouts se replient donc au sol, réduisant l'envergure à 212 pieds. C'est le premier avion commercial avec des bouts d'ailes mobiles certifiés en vol. Les moteurs GE9X sont des merveilles. Chacun développe 110 000 livres de poussée, plus silencieux que le GE90, plus économique en carburant.
Le diamètre des pales est de 134 pouces, encore plus large que celui du GE90. Ce sont les moteurs d'avion les plus avancés jamais construits. La cabine est pensée pour le passager. Éclairage LED d'ambiance, fenêtres plus grandes, plafond plus haut, sièges plus larges. Tout ce que les voyageurs attendent d'un gros porteur moderne. Mais rien de tout ça ne compte si l'avion ne reçoit pas sa certification, si les compagnies ne lui font pas confiance, si Airbus continue de rafler les commandes. Le 777X est le pari de Boeing que l'héritage du 777 peut encore grandir, qu'il y a toujours une demande pour un avion de 400 places à l'heure d'un voyage fragmenté. Mais la question reste, le plus grand succès de Boeing n'est-il pas devenu son plus grand fardeau ? Pendant que Boeing galérait avec le 777X, Airbus n'est pas resté les bras croisés. Le A350 est sorti en concurrent direct du 777-300ER. Capacité similaire, portée équivalente, mais technologie plus récente. Fuselage en composite, cabine plus silencieuse, meilleure efficacité carburant par siège-kilomètre. Et il a toujours été disponible. Pas de drame de certification, les compagnies pouvaient le commander et le recevoir. Qatar Airways est devenue la plus grande ambassadrice de l'A350. Ils en ont reçu des dizaines et des dizaines. Ils les ont affichés sur leur route principale, ont bâti leur com autour de la meilleure classe affaires du meilleur avion au monde. D'autres compagnies ont pris note. Cathay Pacific a commencé à acheter des A350. Singapore Airlines, pareil. Même Emirates, le client le plus fidèle de Boeing, a commandé des A350 pour la première fois. Le marché changeait. Les retards de Boeing ont offert à Airbus une énorme opportunité. Et ils l'ont saisi. Chaque mois de délai pour la certification du 777X était un mois de plus pour Airbus pour vendre l'A350 000. Les compagnies ont commencé à faire le calcul. Attendre un 777X non testé ou acheter des A350 déjà en vol ? Pour beaucoup, la réponse était claire. On choisit Airbus. Les commandes de flotte ont ainsi basculé. Qatar a augmenté ses commandes d'A350. Cathay aussi. Même Lufthansa, l'un des clients lancement du 777X, a commencé à diversifier avec des A350. C'est le pire cauchemar pour Boeing. Le 777 a construit la domination long courrier de Boeing sur 3 décennies. L'A350 menace de la défaire en moins de 10 ans. Mais nuance, l'A350 n'est pas forcément meilleur. Il est plus récent. Et en aviation, le neuf l'emporte souvent, même si l'écart est mince. Le 777-300ER est encore au-dessus sur certains points. Plus de sièges, plus de cargo, meilleure performance au décollage. Mais l'A350 a le storytelling. Fuselage composite, moteur plus silencieux, cockpit moderne. L'image de la nouvelle génération. Et l'image compte. Les compagnies veulent dire aux passagers qu'ils volent sur le jet le plus neuf et avancé. L'A350 leur offre ça. Le 777X était censé reprendre cette histoire. Mais les retards ont coûté cher à Boeing. Airbus a profité de la crise de crédibilité de Boeing. Les crashs du 737 MAX ont semé le doute. Les compagnies se demandent, peut-on faire confiance au processus de certification de Boeing ? À leur délai, l'A350 est devenu le pari plus sûr. Pas plus sûr en termes de sécurité réelle, mais en termes de risque business. Si vous commandez des A350, vous savez ce que vous obtenez. Si vous commandez des 777X, vous jouez à la loterie sur la date d'arrivée. Pour les PDG qui gèrent des flottes valant des milliards, la certitude prime sur la performance. Alors les commandes ont afflué vers Airbus, et Boeing a vu sa domination sur les gros porteurs s'éroder. Le 777X doit réussir, pas juste techniquement, mais aussi commercialement, parce que sinon, Boeing risque de perdre le marché des longs courriers à Twin Isle qu'il a construit avec le 777 original. 3 décennies de domination, un programme retardé, et tout est soudain en jeu. Les enjeux n'ont jamais été aussi hauts. Mettez de côté l'ingénierie et la compétition. Regardez ce que le 777 a vraiment accompli. Il a transformé l'infrastructure de l'aviation mondiale. L'usine Boeing d'Everett dans l'état de Washington, le plus grand bâtiment en volume au monde, fonctionnait d'abord sur le 747, puis sur la production du 777. Des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois indirects dans la chaîne d'approvisionnement. Pour l'économie américaine, le 777 est une énorme exportation. Au prix catalogue, chaque appareil se vend autour de 300 millions de dollars. Multipliez ça par plus de 1770 livraisons. Arrondi, ça fait plus de 530 milliards de dollars de valeur à l'export sur 3 décennies. Mais l'impact ne se limite pas à l'argent.
Les compagnies aériennes ont construit tout un modèle économique autour du 777. Emirates ne serait pas un géant mondial sans lui. Dubaï ne serait pas un méga hub sans les 777 connectant 6 continents. Le 777 a fait évoluer le modèle hub and spoke. Les compagnies pouvaient concentrer le trafic sur des hubs majeurs et voler long courrier avec des bimoteurs efficaces. Ça a changé la planification des routes, ça a changé le prix des billets, ça a changé notre façon de voyager. Pour les pilotes, le 777 a posé une nouvelle référence. Le fly-by-wire rendait la conduite plus facile. Des milliers de pilotes ont fait leur carrière sur les qualifications 777. Pour les passagers, le 777 a élevé les attentes. Les cabines larges sont devenues la norme. Les moteurs silencieux, une attente. Les arrivées fiables, la base. L'économie du 777 a permis aux compagnies de baisser les tarifs. Plus de monde pouvait se permettre de voler à l'international. C'est un impact culturel sans précédent. Des familles connectées à travers les océans, des étudiants à l'étranger, des entreprises qui se développent mondialement. Le 777 a littéralement permis la mondialisation. Il a aussi changé la philosophie de conception dans toute l'industrie. Le processus de design digital du 777 avec CATIA est devenu la norme. Tous les jets modernes, Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, sont d'abord conçus en 3D. Le 777 a prouvé que le prototypage virtuel fonctionne, qu'on peut éliminer les maquettes physiques et pourtant construire un avion parfait. Cette méthode a gagné du temps, économisé de l'argent et accéléré l'innovation. La certification ETOPS a évolué grâce au 777. Les régulateurs ont vu que les bimoteurs étaient aussi fiables que les quadrimoteurs. Ça a ouvert la voie au 787, A350 et tous les bimoteurs modernes. Le 777 n'a pas seulement changé un programme aéronautique, il a changé comment toute l'industrie fonctionne. Le 777 a façonné l'ADN de l'industrie. Et ce n'est pas fini. Les 777 voleront encore pendant 20 ans. Beaucoup des premiers appareils sont convertis en cargo et voleront jusqu'aux années 2040. C'est une durée d'exploitation de 50 ans. 2 générations de pilotes, 3 générations de passagers. Le 777 n'est pas juste un avion. C'est une infrastructure. C'est un héritage. C'est l'épine dorsale qui maintient le monde connecté. Parlons chiffres. 11 664 milles nautiques. Hong Kong à Londres. Le chemin le plus long, par-dessus le Pacifique, par-dessus l'Amérique du Nord. 22h42 dans les airs. 2005. Un 777-200 LR. Le plus long vol commercial direct jamais enregistré en distance. Doha à Auckland, Singapour à Newark. Des trajets qui définissent l'ultra long courrier, rendu possible par le 777. 40 minutes, Tokyo Haneda à Osaka Itami. All Nippon Airways, un gros porteur de 500 places. Plus court que le trajet domicile-travail de beaucoup. Le même avion, l'extrême opposé. Plus de 1770 appareils livrés. Environ 1,6 milliard de passagers transportés. Un chiffre impressionnant, équivalent à près de 20% de la population mondiale, même si beaucoup ont voyagé plusieurs fois. Les histoires de pilotes sont légendaires. Les capitaines parlent du maniement du 777 avec respect. Fluide, réactif, prédictible, c'est l'appareil que les pilotes rêvent de piloter. Les passagers ont leur propre histoire. Des demandes en mariage à 12 000 mètres d'altitude. Des bébés nés en plein vol, des inconnus devenant amis après 16 heures de voyage. Le 777 n'est pas juste une machine, c'est là que la vie se passe. Rien ne dure éternellement, pas même le 777. Les premiers 777 sont en train d'être retirés. Des compagnies comme United ou British Airways ont commencé à se débarrasser de leurs avions les plus anciens. Certains sont transformés en cargo. D'autres restent garés dans le désert en attente de récupération de pièces. Avec l'arrivée des 787 et A350, les vieux 777 laissent leur place. C'est un changement économique. Les avions plus récents consomment moins de carburant, demandent moins d'entretien et offrent une meilleure expérience aux passagers. Pour les compagnies, c'est juste du business. On remplace l'ancien par du neuf. Mais il y a aussi de l'émotion. Les pilotes qui ont passé toute leur carrière à piloter des 777 voient leurs avions disparaître. Les passagers qui ont accumulé des centaines de vols à bord des 777 les voient s'effacer des programmes. Le 777-300ER tient toujours la route. Boeing se concentre désormais sur le 777X et le 787. Le classique 777 entre dans sa phase crépusculaire. Mais le truc, c'est que son héritage ne s'efface pas, il se renforce. Le 777 a fait pour son époque ce que le 747 avait fait une génération avant.
Il a défini une ère, imposé une norme, est devenu un symbole. Si le 747 a rendu le vol glamour, le 777 l'a rendu normal. Il a rendu le long courrier accessible, le voyage mondial courant. Il y a une certaine beauté là-dedans. Le 777 n'a jamais cherché le spectacle. Il misait sur la fiabilité, sur le fait de faire le job, de connecter le monde sans drama. C'est ça, l'héritage. Dans 30 ans, les historiens de l'aviation regarderont le 777 comme nous regardons aujourd'hui le DC-3 ou le 707. Un avion qui a tout changé. Il a tué l'ère des triréacteurs. Il a validé l'ETOPS. Il a prouvé que les bimoteurs pouvaient dominer le long courrier. Il a construit la fortune de Boeing. Il a permis l'essor d'Emirates. Il a relié les continents. Et tout ça en toute discrétion. Pas de vitesse supersonique, pas de double pont spectaculaire. Juste 2 moteurs, une cabine large et une fiabilité exemplaire. Et pendant 30 ans, il a fait exactement ça. Mais ces avions continueront de voler. Encore 20 ans, même 30 ans. Le 777 sera dans le ciel bien après que la plupart d'entre nous auront oublié ce que ça représentait. C'est ça, la marque d'un grand design. Octobre 1990. Boeing a pris un pari. Ils étaient convaincus que 2 réacteurs suffisaient, que les bimoteurs pouvaient traverser les océans, que les compagnies aériennes feraient confiance à un avion sans la redondance d'un triréacteur ni la capacité d'un 747. C'était un pari énorme. Des milliards en coûts de développement. La réputation de Boeing en jeu. L'avenir du transport long courrier sur la ligne de mire. 35 ans plus tard, nous connaissons le résultat. Le 777 n'a pas simplement réussi. Il a dominé. Il est devenu la colonne vertébrale du transport aérien mondial. Il a redessiné les réseaux de routes. Il a permis des stratégies de hub. Il a connecté les cultures. Le 777 n'a pas seulement répondu aux besoins des compagnies aériennes. Il a façonné ce qu'elles pouvaient faire. Toute la stratégie des compagnies du Golfe repose sur des gros porteurs efficaces. Le 777 l'a rendu possible. La connectivité Asie-Pacifique a explosé grâce au 777. La concurrence transatlantique s'est intensifiée parce que le 777 a rendu possible des fréquences élevées. Les compagnies pouvaient exploiter 3 777 par jour au lieu d'un seul 747. Plus d'options pour les passagers. C'est un impact au-delà de l'aviation. C'est une transformation économique. Pour les pilotes, le 777 a fixé une nouvelle norme. Pour les passagers, il a élevé les attentes. Pour Boeing, le 777 fut une délivrance. Le dernier vrai avion Boeing. Aujourd'hui, le 777X représente le chapitre suivant. S'il réussit, l'héritage du 777 se poursuit pour une génération de plus. S'il rencontre des difficultés, la domination du 777 deviendra un fait historique alors qu'Airbus prendra le relais. Mais quoi qu'il arrive, rien n'effacera ce que le 777 a déjà accompli. Le Boeing 777 a changé l'aviation pour toujours. La Reine des Cieux était peut-être glamour, mais la 777, elle a ouvert le monde. Et ce rugissement, le tonnerre inimitable d'un GE90 qui se réveille, résonnera pendant des générations. Voici le Boeing 777, le bimoteur qui a tout changé.